la prochaine speaker, qui est déjà là, à côté de moi, elle a fait de l'accessibilité son terrain de jeu depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, Noélie, elle est Engineering Manager. Elle donne aussi des cours à des étudiants à propos du développement front et de l'accessibilité, justement. Et puis, elle est aussi bénévole pour favoriser l'inclusion et la diversité dans le jeu vidéo, l'e-sport et le streaming. Aujourd'hui, elle vient nous parler de deux passions, les jeux vidéo et l'accessibilité, donc. Et elle va tenter de nous expliquer comment, avec des idées simples, on peut ouvrir les portes du jeu vidéo à des millions de joueuses et de joueurs, et en fait, finalement, rendre l'expérience meilleure pour tout le monde. Je vous rappelle le titre de sa présentation, Succès débloqué, rendre son jeu vidéo accessible. Merci d'accueillir chaleureusement Noélie Roux. Bonjour à toutes et tous, merci d'être de votre présence aujourd'hui. Donc on va passer 47 minutes ensemble à explorer un sujet qui est très souvent sous-estimé, c'est l'accessibilité dans les jeux vidéo. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on débloque un nouveau succès, celui de rendre son jeu vidéo accessible. Bon, je vais me représenter tout très rapidement. Donc moi, c'est Noélie, si jamais vous ne l'avez pas entendu, vous êtes endormi à cause de la digestion. Je suis effectivement Engineering Manager maintenant et je donne des cours de développement web avec un focus sur l'accessibilité numérique dans des écoles, plutôt destination d'étudiants en master. En parallèle de ça, je suis bénévole chez Gamer, qui est une association engagée dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le jeu vidéo, l'e-sport et le streaming. Voilà. Avant qu'on s'attaque au vif du sujet sur les jeux vidéo, on va faire un petit récap sur qu'est-ce que le handicap, histoire qu'on reparte tous et toutes sur des bases communes, même si je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi on va parler. Donc, vous avez là à l'écran 6 grandes catégories de handicap définies par l'AGFIP, que je vais vous résumer rapidement. Vous avez du coup tout ce qui va être plutôt troubles moteurs, notamment des difficultés à se déplacer, à effectuer certains gestes. C'est très exhaustif, hein, je ne rentre pas forcément beaucoup dans le détail, parce qu'on va rentrer dans le détail plus tard. Sensoriel, dedans, où je regroupe tout ce qui est troubles visuels et auditifs, allant de léger à profond. Ensuite, on va avoir intellectuel, avec notamment tout ce qui va être plutôt limitation de la compréhension, de la conceptualisation, encore de la communication. Psychique. Alors c'est vrai que psychique, quand on parle d'accessibilité numérique, on n'y fait pas forcément attention, mais vous allez voir que dans le jeu vidéo, ça a un réel impact. Dans psychique, on a tout ce qui va être trauma, phobie, troubles anxieux et encore addiction. Cognitif, donc là, c'est plutôt tout ce qui va être trouble du comportement, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble du spectre autistique, trouble 10, dyslexie, dyscalculie, etc. Et on a enfin les maladies invalidantes, avec notamment des pathologies comme le cancer, le VIH, la sclérose en plaques, ou même des états liés à des maladies comme le Covid long. Voilà. Et quelques faits importants également, une personne sur 6 dans le monde est en situation de handicap, mais comme la majorité des handicaps sont invisibles, ça peut passer inaperçu. Oui, vous entendrez beaucoup 80%, mais vu que ce chiffre n'a pas vraiment de source officielle, moi je vous dis la majorité, comme ça on est sûr. En 2024, c'est plus de 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo dans le monde. Parmi ces 3 milliards de personnes, Microsoft estime que c'est 15% des joueurs et des joueuses qui sont en fait en situation de handicap, ce qui représente 400 millions de personnes, ce qui est énorme. Et ces chiffres, ils montrent vraiment l'importance de l'accessibilité dans les jeux vidéo, que c'est non seulement une question d'inclusion, mais c'est aussi une formidable opportunité de toucher un public plus large. Un aspect important à garder en tête, c'est que le handicap n'est pas forcément toujours permanent. Donc là, vous avez différents types. Le Persona Spectrum de Microsoft, pardon. Si on prend cette infographie, eh bien, ça illustre le concept. Donc si on prend le premier cas, on va avoir une personne qui tient un enfant dans les bras. C'est plutôt situationnel, parce que dès que la personne repose l'enfant par terre, elle n'a plus l'enfant dans les bras. On a une personne qui a un bras dans le plâtre, donc qui est plutôt un handicap temporaire, comme moi actuellement avec mon attelle à mon poignet. Ces personnes auront en fait des contraintes similaires à une personne qui n'a qu'un bras, qui est un handicap permanent, pour le coup. Pourquoi c'est important que je vous en parle? Parce que cette notion elle va élargir la portée de l'accessibilité. Ce qu'on conçoit en fait pour des personnes handicapées peut également bénéficier à un plus large public et dans des contextes variés. Typiquement, là, tout de suite, moi, taper à mon clavier, c'est très compliqué. Mais c'est pas grave, je trouve des alternatives. Donc, la dictée vocale m'aide beaucoup en ce moment. Et ce qui est bien, c'est que finalement, rendre nos jeux accessibles, c'est améliorer l'expérience de tous les joueurs et de toutes les joueuses.
Mais du coup, c'est quoi l'accessibilité des jeux vidéo? Eh bien, vous avez une définition à l'écran de l'IGDA GAZIG. Alors, pardonnez-moi tout de suite pour mon accent anglais. Alors, l'IGDA, c'est l'International Game Designer Association, et GAZIG, c'est Game Accessibility Special Interest Group. En gros, c'est le groupe d'intérêt spécifique lié à l'accessibilité de cette association. Et cette définition dit que les situations de handicap apparaissent dues à des décalages entre les capacités d'une personne et les barrières avec lesquelles elles sont en interaction. La plupart de ces barrières sont non intentionnelles et non nécessaires. Accessibilité veut dire éviter ces barrières non nécessaires. Bon, je vous parle de barrières, mais peut-être que c'est un peu subtil comme ça. C'est pas grave, on va voir comment mieux les définir. Donc, vous avez à l'écran 2 exemples. Je vais aller on va y aller dedans. Alors, certaines des barrières, elles sont essentielles pour le concept même du jeu. C'est-à-dire que si on ne les a pas, on perd l'intérêt du jeu. On dit donc qu'elles sont intentionnelles. Quelques exemples, vous avez Baba Is You. Est-ce que déjà ça parle à du monde dans la salle? Ah, c'est bien. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on a plein d'énigmes, c'est des petits labyrinthes à résoudre. Et les énigmes, elles ont c'est complexité un peu variable. Il y en a qui sont très simples, d'autres qui vont être très dures. Mais si on retire ces énigmes, en fait, on perd l'élément central du jeu. Pourtant, ces énigmes, elles peuvent poser problème à des personnes qui ont des difficultés de réflexion ou juste de conceptualisation ou même de projection dans l'espace. On s'en rend pas compte, mais dans des labyrinthes, ça peut vite poser problème. L'autre exemple, c'est Paper Please. Est-ce que ça parle aussi à du monde ou pas? Ah, oh, trop bien. Bon, pour les personnes qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu où en fait on est un peu dans un régime de dictature, on doit contrôler les papiers de toutes les personnes qui passent et leur dire OK ou pas OK. Ce jeu, en fait, derrière, c'est que l'information est cruciale. C'est-à-dire qu'il faut gérer plein de données en même temps. Et la difficulté, c'est plutôt d'arriver à jongler entre empathie, logique et efficacité, ce qui peut causer éventuellement des surcharges émotionnelles ou décisionnelles. Mais si on retire la gestion de toutes ces informations, au final, on perd le concept même du jeu. Voilà. Donc, ça va, c'est assez clair pour les barrières intentionnelles? Parfait. Et on a, d'un autre côté, des barrières involontaires. Ces barrières, elles ne sont pas conçues pour nuire, mais elles peuvent exclure certains joueurs et certaines joueuses. Là, vous avez à l'écran l'exemple du jeu mobile Two Dots. Ça parle à du monde aussi, pour que je vois à peu près. Ah, beaucoup moins. OK. Two Dots, c'est un jeu qui consiste à aligner des points de même couleur. On a des personnes daltoniennes, ou même achromates. Alors, personnes achromates sont des personnes qui vont en niveau de gris. Voilà. Les couleurs, elles peuvent ne pas être discernables, par exemple. Ce qui crée, du coup, la barrière. Heureusement, cette barrière elle a été résolue en ajoutant un sigle distinctif pour chaque couleur. Alors, que je regarde un peu, par exemple, la couleur violette, on a des petits plus à l'intérieur. Pour le vert, on a des triangles. Voilà. Et en fait, ajouter ce sigle distinctif pour chaque couleur, ça permet à toutes et tous de profiter du jeu de manière équitable, et on retire du coup la barrière qui était là. Je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, j'espère que la distinction entre intentionnel et involontaire est plus claire pour vous. Et on va faire le test pour vérifier ça. À l'écran, là, vous avez une capture du jeu Pokémon Go. Déjà, est-ce que ça parle à tout le monde? Fantastique. Pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas, Pokémon Go, c'est un jeu mobile où l'objectif est d'attraper des Pokémon en réalité augmentée avec votre téléphone dans la rue. Et le jeu, en fait, vous encourage à sortir et explorer le monde réel. Avec ces informations, ou vos connaissances, du coup, je vais vous demander à main levée de me dire qui pense que le jeu a des barrières intentionnelles. OK. Qui pense que le jeu a des barrières involontaires? OK. Et qui pense qu'il y a les deux, du coup? OK, parfait. Bon, je ne vais pas vous demander à chacun pourquoi vous pensez ça, je vais vous donner directement la réponse, mais effectivement, en fait, pour celles et ceux qui ont répondu les deux, félicitations. Pourquoi? En fait, lors du lancement de Pokémon Go, la barrière intentionnelle, c'était de devoir sortir, se déplacer dehors. Ce qui, pour certaines personnes, est un obstacle physique au final. Que ce soit parce qu'elles sont à mobilité réduite, que ce soit parce qu'elles vivent dans des zones peu accessibles, ou parce qu'on a des personnes agoraphobes, ou encore qui vivent dans des zones où il n'y a pas de réseau. C'est vaste, hein, mais ça englobe toutes ces personnes-là. Et en fait, on a eu un super truc qui a fait que tout le monde a dû rester chez soi pendant, une petite année, le Covid-19, qui a du coup révélé des barrières involontaires. Parce qu'au final, quand tout le monde s'est retrouvé confiné, il fallait quand même
que les joueurs restent sur le jeu au final. Et du coup, le jeu a dû rapidement s'adapter en proposant des moyens de jouer depuis chez soi. Et ces ajustements, ils montrent en fait que les barrières qui étaient là présentes à la sortie du jeu n'étaient pas nécessaires et pouvaient être contournées sans nuire à l'expérience globale du jeu. D'ailleurs, on peut encore jouer à Pokémon Go de chez soi sans problème au final. Mais en fait, ça va bien plus loin qu'une question de simple barrière. Le jeu vidéo, c'est vraiment un outil qui va permettre à plein de personnes de rencontrer d'autres personnes, d'éprouver un sentiment d'accomplissement personnel, d'efficacité, mais aussi d'appartenance. Là, vous avez plusieurs petits témoignages suite à une enquête faite par, je suis désolée encore une fois pour mon accent anglais, l'Australia eSafety Commissioner, qui a visé à interroger plusieurs jeunes handicapés qui jouent justement aux jeux vidéo et avoir leur retour sur comment est-ce que jouer aux jeux vidéo vous fait sentir en fait. Et la majorité sont des ce que je vous dis, c'est que on a des gens qui trouvent justement des communautés dans lesquelles appartenir, qu'elles ne retrouvent pas forcément à l'école par exemple. Qu'elles ont l'impression de pouvoir accomplir des choses qu'elles ne peuvent pas faire dans le monde réel. Et en fait, c'est pas tout, parce que c'est vrai que ça aide les joueurs et les joueuses à améliorer leurs compétences et leur expérience dans le jeu, mais c'est pas tout, parce que ça va contribuer aussi à la diversité et l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo. Les personnes handicapées sont très souvent sous-représentées, et l'accessibilité contribue justement à changer cela. En proposant des options d'accessibilité, en incluant les personnes handicapées dans la conception des jeux, on en reviendra plus tard, les studios encouragent justement les joueurs et joueuses à participer davantage aux communautés qui existent déjà autour de ces jeux. On va encore faire un petit travail sur deux notions que j'aimerais sur lesquelles vous soyez en mesure de faire la différence en sortant de cette salle. C'est la différence entre accessible et abordable, approchable. Alors, les termes accessible et abordable, approchable, ils sont souvent très utilisés à tort. Ces deux termes visent tous deux à élargir le public d'un jeu, mais ils ont plusieurs différences. Déjà, accessible, ça veut dire qu'en fait, des mesures ont été prises pour que le jeu puisse être joué par des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on va intégrer des fonctionnalités spécifiques à destination de ces personnes, mais ça implique également de collaborer avec des joueurs et joueuses handicapés dès la conception et de tester les prototypes pour identifier et lever les barrières. Voilà. Et le terme abordable, approchable, il n'y a pas vraiment de terme en fait en français, en anglais c'est un peu mieux, mais bon. Ça va être plutôt de faciliter l'accès aux nouveaux joueurs et nouvelles joueuses, ou encore aux non-initiés d'un genre de jeu en particulier. Ça passe par des éléments comme des tutoriels efficaces pour expliquer les mécaniques du jeu, des modes histoire sans défi pour permettre de profiter de l'intrigue, mais c'est aussi des tests utilisateurs avec des personnes novices, pour s'assurer que l'expérience est bien compréhensible. Et ça passe aussi par des prix réduits pour les joueurs et joueuses débutants qui hésitent à s'engager financièrement dans un jeu complexe. Voilà, donc vous allez entendre beaucoup de personnes dire ce jeu il est accessible parce qu'il est gratuit. Non, ce jeu du coup il est plutôt abordable au final. Je viens de spoil la suite, mais c'est pas grave. Donc là, je voulais que vous fassiez, que vous soyez en mesure de me dire si ce jeu est accessible ou abordable. Et là, vous avez en fait une capture d'écran du jeu Les Sims 4. Ça parle à du monde ou pas? Rassurez-moi. Ok, bon, nickel. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, en fait, Les Sims 4, c'est un jeu free-to-play. Alors, le jeu de base uniquement, je ne vais pas m'avancer sur les DLC, parce que sinon, on n'a pas fini. Mais le jeu de base, du coup, est gratuit. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous créez et gérez des petits personnages qui sont appelés des Sims. C'est un jeu de simulation de vie, donc vous leur créez des maisons, gérez leur carrière, etc. Quand vous commencez le jeu, vous avez un tutoriel qui vous explique un peu les bases. Vous avez quelques fonctionnalités, comme des options de remappage des contrôles, la possibilité de modifier la difficulté de certaines choses, mais il manque quand même des options un peu plus poussées, comme des ajustements pour les personnes malvoyantes ou malentendantes, etc. Avec ces éléments, est-ce qu'il s'agit plutôt, du coup, d'un jeu accessible, abordable? Parfait, vous avez tout compris. Mais du coup, c'est bien, mais comment est-ce qu'on rend un jeu vidéo accessible? Parce que quand on dit accessibilité dans le jeu vidéo, généralement, les premiers retours que j'ai, c'est « Ok, on va mettre un filtre pour du daltonisme et on va ajouter des sous-titres. » Effectivement, c'est une bonne première étape, mais ce n'est pas les seules choses qu'on peut faire. Par exemple, pour les troubles moteurs, on va pouvoir jouer sur la capacité à avoir du matériel adapté.
Donc là, vous avez 3 exemples, avec notamment la manette Access de PlayStation, qui permet aux joueurs et joueuses de concevoir leur propre manette PlayStation, avec les boutons et les commandes de votre choix. Donc ça vous permet en fait de vraiment customiser en disant moi je veux des boutons qui sont incurvés, d'autres qui sont plutôt arrondis, moi je veux un joystick qui est plutôt grand, plutôt petit, pour s'adapter en fait à tous vos besoins. Et en plus de ça, vous n'avez pas la capture d'écran parce que j'ai dû limiter un peu dans mes slides, mais vous avez le Xbox Adaptive Controller qui lui est un hub sur lequel vous pouvez brancher n'importe quel matériel de votre choix. Vous avez également juste à côté le joystick adaptatif Xbox, qui est un accessoire qui vient compléter le Xbox Adaptive Controller ou la manette Xbox classique. Il permet de mieux répondre aux limitations motrices spécifiques en offrant des alternatives pour une prise en main plus facile. Et en dernier, vous avez la Switch 2. Pourquoi je vous l'ai mise là? Parce qu'en fait, c'est une des premières consoles qui a mis en place directement dans le système de la console des options d'accessibilité, notamment le fait de pouvoir modifier les touches directement sur la console, le text-to-speech, le speech-to-text et d'autres fonctionnalités afin de tacler une petite partie des troubles auditifs et visuels. Bon, il n'y a pas forcément de nouveau contrôleur ou une réflexion plus accrue sur le design des joysticks ou sur la console en elle-même, mais c'était quand même intéressant de le noter. Alors, une autre option beaucoup utilisée, ça va être le remappage ou même le remplacement des touches que celles qui sont définies par défaut. À l'écran, vous avez un exemple du jeu Apex Legends Mobile quand il existait encore. Moi, ce que j'aimais bien dans ce jeu mobile, c'est qu'en fait, je pouvais mettre les différentes actions où je voulais. Par exemple, si je voulais mettre la touche pour tirer, je pouvais la mettre en plein milieu de mon écran de téléphone. Et c'est super cool parce qu'en fait, on n'a pas tous et toutes la même façon d'utiliser un téléphone, ou même de jouer sur un téléphone. Personnellement, moi, j'ai quelques douleurs au poignet, donc tenir le téléphone longtemps comme ça me fait un peu mal. Le tenir à une main, c'est quand même vachement plus simple, et du coup, si je peux contrôler toutes les actions d'une seule main, c'est trop bien. L'autre exemple que je vous ai mis, c'est la partie de changement de contrôle du jeu Clair-Obscur Expédition 33. Très beau jeu d'ailleurs. En fait, la possibilité, c'est de pouvoir modifier toutes les touches de votre choix, que ce soit clavier, manette, etc. Je vais vous donner peut-être un exemple qui va vous parler, c'est sur le jeu Palworld. Palworld, qui connaît? Parfait, fantastique, j'ai rien à apprendre, c'est trop bien. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas Palworld, c'est un simili Pokémon mais avec des armes à feu, globalement. Et en fait, pour fabriquer des objets dans ce jeu, il faut que vous restiez appuyé sur une touche, la touche F de votre clavier, pendant plusieurs secondes. Et en fait, ça peut vite devenir problématique pour des personnes qui ont des difficultés, au final, des douleurs au niveau des doigts ou autre. Y rester en appui sur une seule touche, c'est pas évident. Et il y a même eu un thread Reddit qui a été créé pour demander, et vous utilisez quoi pour bloquer la touche F? Avec, ça en est suivi plein de photos différentes. Mais il faut également penser à l'interaction selon les claviers AZERTY, QWERTY. Vous avez beaucoup de jeux qui sortent et c'est uniquement du QWERTY, et du coup, il faut aller dans les options et changer tout ça. Pour donner un petit exemple, Atomfall, c'est un jeu qui est sorti, qui a été développé par Rebellion, il est sorti en mars. Et en mai, donc même pas 2 mois après, ils ont partagé leurs chiffres pour dire qu'en fait, ils avaient plus de 100 000 modifications de contrôle qui ont été effectuées en même pas 2 mois. Voilà. Une autre façon de rendre les jeux plus accessibles, c'est en intégrant des éléments d'accessibilité directement dans le gameplay. On ne va pas forcément passer par des options, on va directement faire by design. Et un très bon exemple, c'est Just Dance, qui va proposer des danses adaptées pour les joueurs et joueuses qui ne peuvent pas se lever ou qui ont des difficultés à bouger, à se tenir debout, ou encore à faire des mouvements trop physiques. Vous avez plusieurs danses qui existent. C'est pas un mode adapté à aller chercher dans Just Dance, non, c'est vraiment une danse à part entière. Et ça montre en fait que l'accessibilité, c'est pas forcément un ajout ou un mode supplémentaire, ça peut être directement intégré dans la conception du gameplay. Et plutôt que d'imposer des actions spécifiques comme des mouvements de danse debout, du coup, le jeu permet à un plus grand nombre de personnes de jouer en fonction de leur capacité physique, tout en maintenant l'expérience immersive et amusante pour tout le monde. Quand on parle d'accessibilité visuelle dans les jeux vidéo, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On va avoir les feeds pour le daltonisme, effectivement, on en a parlé. Là, vous avez un exemple de World of Warcraft, qui propose différents modes adaptés à chaque type de daltonisme pour que les éléments importants soient bien visibles. Mieux encore, depuis le mois d'avril, ça va se passer
Depuis le mois d'avril, vous pouvez maintenant modifier les couleurs de qualité des items. Alors, je ne sais plus exactement de base quelles étaient les couleurs pour chaque item, mais en fait, vous pouvez, si un item légendaire était violet, vous pouvez le mettre en vert si ça vous chante. En fait, vous pouvez vraiment customiser votre expérience. Pour vous donner un exemple de pourquoi c'est important, vous avez Baldur's Gate 3. Quand il est sorti, et ben en fait, sur la mini-map, les petits points de couleur des alliés et des ennemis étaient de la même couleur pour les personnes daltoniennes. Je vous laisse imaginer ce que ça fait en combat et ce qu'on ressent quand on tue toute son équipe en voulant tuer les ennemis par erreur. Voilà. Bon, le problème a été corrigé depuis, mais c'est une petite anecdote sympa. Ensuite, il y a aussi l'importance de pouvoir agrandir l'interface, pouvoir augmenter la taille du texte, grossir des éléments clés. Ça change tout pour les personnes malvoyantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui proposent ce type de personnalisation. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail parce que c'est vraiment des choses très spécifiques que vous pouvez modifier dans tous les jeux maintenant. Cependant, quelque chose à noter, si vous mettez du texte dans vos jeux, on recommande de les mettre à minimum 26 pixels. Je vous donnerai un exemple plus tard quand on parlera de sous-titres, pourquoi c'est important. Et pour les personnes aveugles ou très malvoyantes, il y a certaines productions comme The Last of Us Part 2 ou Forza Motorsport qui intègrent des informations audio super détaillées. Quand je vous dis super détaillées, c'est-à-dire qu'on a des sons directionnels, on a des bruits de moteur spécifiques. Pardon. On a tout ce qu'il faut pour naviguer dans un jeu sans avoir besoin de voir son écran. Et ça, c'est très impressionnant à voir si vous avez l'occasion. Et vous avez par exemple Diablo 4, qui, ils ont développé leur outil qu'ils appellent Sonar, qui est en fait leur système de feedback audio qui va aider le joueur ou la joueuse à se diriger vers un objectif. Et si je prends un autre exemple, Atomfall, encore une fois, la statistique qu'ils ont partagée, c'est que 15 000 personnes ont activé la mise en surbrillance des personnages, des ennemis, en même pas 2 mois. Et tout ça, en fait, c'est des petites options en apparence, mais ça fait une énorme différence pour rendre les jeux plus inclusifs et permettre à un maximum de personnes d'en profiter, notamment des personnes qui auraient des troubles visuels. Hop. Un autre point pour l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, c'est pas forcément juste une question de filtre ou de son à ajouter, c'est la possibilité d'utiliser un lecteur d'écran, et surtout celui de son choix. Diablo 4 est encore un très bon exemple, parce que dans ce jeu, tout a été pensé pour que les menus, l'inventaire, l'interface soient compatibles avec les lecteurs d'écran. Résultat, on a une personne complètement aveugle peut totalement naviguer dans le jeu sans avoir besoin de voir son écran, et encore mieux, c'est qu'elle n'est pas obligée d'utiliser un seul outil imposé. C'est-à-dire qu'effectivement, Diablo 4 propose un lecteur d'écran intégré au jeu, mais si par exemple vous souhaitez utiliser JAWS, NVDA, VoiceOver, vous êtes en mesure de le faire. En faisant ça, Diablo 4 montre que l'accessibilité numérique, ça peut aussi être un terrain de jeu énorme quand on travaille dans les équipes en dev, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir des challenges sur ce genre de problématiques, et on peut intégrer des outils d'assistance sans casser l'expérience de jeu. Au contraire, ça va l'enrichir en fait pour tout le monde au final. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils ont sorti une vidéo sur le sujet en mai sur leur chaîne YouTube pour expliquer comment est-ce qu'ils ont implémenté tout ça. Et toutes les personnes impliquées dans le process également. Pardon. L'accessibilité auditive, cette fois, dans les jeux vidéo, ça va se jouer sur l'intégration de plusieurs points. Donc on va passer par des indicateurs visuels pour les éléments sonores. C'est notamment le cas sur League of Legends. Dans ce jeu, il y a certaines... Alors, est-ce que ça parle déjà du monde que je vois à peu près ? Bon, ok. Dans ce jeu, il y a certaines capacités de champions qui sont signalées uniquement par des effets sonores. Et en fait, on peut aller dans les options et activer une option pour avoir un indicateur visuel présent pour rendre ces informations sonores accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Ça permet de s'assurer que même sans son, tout le monde peut suivre l'action et comprendre les éléments clés du gameplay. Alors, avant que on vienne me voir en me disant c'est de la triche, machin, non. Non. L'indicateur, il s'affiche le même temps qu'on a le son, en fait. Donc, au final, quand on n'a plus le son, on n'a plus l'indicateur. Sous-titres, une autre dimension importante, en fait, c'est les options de sous-titres. De plus en plus de jeux offrent des fonctionnalités de personnalisation de sous-titres afin de les adapter aux besoins de chaque personne, notamment tout ce qui est modification de la couleur et de la taille. Très important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a un jeu qui est sorti qui s'appelle Black Myth Wukong. Est-ce que ça parle à du monde aussi ? J'ai rien à vous apprendre. En fait, dans ce jeu, ce qui est un peu dommage, c'est que vous avez des sous-titres minuscules blancs sur fond blanc.
Voilà, donc c'est un peu compliqué en fait de pouvoir et on peut pas forcément les modifier, ce qui est encore plus dommage. Mais pour vous donner un peu l'importance de ces sous-titres, on a David Tisserand, qui est le directeur de l'accessibilité chez Ubisoft, qui avait partagé plusieurs statistiques intéressantes sur l'usage des sous-titres dans les jeux de la société, en parlant notamment de Assassin's Creed Origins sorti en 2018. Les sous-titres n'étaient pas activés par défaut, et on a 60% des joueurs et joueuses qui sont allés dans les options pour les activer. Un an plus tard, c'est Assassin's Creed Odyssey qui sort, et là par contre les sous-titres ont été activés par défaut, c'est-à-dire que tout le monde les avait au lancement du jeu. Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que 95% des personnes les ont conservés. Et ensuite on a Far Cry New Dawn qui est sorti également, pareil, les sous-titres activés par défaut, 97% des personnes les ont gardés. Ces chiffres ils montrent clairement qu'une majorité de personnes préfèrent les sous-titres activés. Cela ne concerne pas seulement les personnes malentendantes, mais aussi des personnes qui souhaitent tout simplement profiter de l'expérience de jeu de manière plus immersive ou plus claire, ou simplement parce qu'elles sont dans des environnements bruyants, ou même juste par flemme d'aller dans les options les désactiver, ça arrive. Mais l'accessibilité auditive, du coup, ça va au-delà de la simple gestion de sous-titres, ça inclut aussi les indicateurs visuels, pour les effets sonores, la personnalisation des options d'audio également, pour créer un environnement de jeu plus inclusif. Et en fait, les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi celles qui souhaitent une expérience de jeu plus fluide et immersive, bénéficient grandement de ces améliorations. On reste toujours dans l'audition, et en fait, l'un des progrès les plus significatifs pour améliorer l'accessibilité auditive dans les jeux vidéo, c'est l'inclusion de la langue des signes. Et en fait, ça permet non seulement de rendre les dialogues et les interactions plus accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes, ça permet également de célébrer un peu plus la diversité culturelle et linguistique dans les jeux. Un très bel exemple, c'est Forza Horizon 5, que vous avez juste là, où en fait on a des interprètes en langue des signes qui sont affichés pendant les cinématiques et les dialogues du jeu, pour permettre justement aux personnes sourdes de pouvoir suivre l'histoire et profiter des cinématiques avec des interprétations visuelles des dialogues permettant la compréhension. D'ailleurs, vous noterez que l'interprète est bien plus grande que ce qu'on peut avoir sur nos allocutions présidentielles. Voilà. Un deuxième exemple, c'est Spider-Man Miles Morales, où là, en fait, pareil, c'est une intégration un peu by design dans un certain degré, où on a un des personnages qui utilise la langue des signes américaine pour communiquer. Vous avez toute une série de quêtes où on suit ces personnages qui vont communiquer justement uniquement en langue des signes américaine. Ça permet de mettre plus en avant divers moyens de communication, ça permet aussi d'avoir plus de représentation, c'est important dans les jeux. Et il y a une mission complète sans son, justement, pour ce personnage. On va passer à un autre point et on va aller sur l'élocution. C'est un aspect de l'accessibilité qu'on oublie très souvent, mais pourtant qui a tout son intérêt dans les jeux vidéo, c'est la communication. Tout le monde n'a pas la possibilité ou même l'envie d'utiliser sa voix en jeu. Il y a plein de raisons à ça qui existent. On va avoir des personnes qui sont muettes, on va avoir des personnes qui parlent une langue différente de celle de leurs coéquipiers et coéquipières, et on a également des joueurs et joueuses avec des troubles du langage, comme la dysphasie ou encore la dyslexie. Heureusement, il y a plein de solutions qui existent pour rendre la communication plus accessible. On va avoir des messages rapides et des émoticônes, super pratiques pour exprimer des émotions ou donner des consignes en 2 secondes. Là, par exemple, vous avez Wild Rift, qui est League of Legends, mais sur téléphone, du coup, où vous pouvez sélectionner différents éléments très rapidement pour donner l'information à tout le monde. Et à côté, vous avez Pokémon Unite. Ça parle à des gens ici? Trop bien. Et du coup, Pokémon Unite fait pareil avec des phrases prédéfinies pour que tout le monde puisse participer à la stratégie de l'équipe, même sans parler, du coup. Et enfin, il y a un autre point super important, c'est le harcèlement vocal. On va pas se mentir, dans certains jeux en ligne, surtout pour les joueuses, l'ambiance micro, ça peut vite être compliqué. Ces moyens de communication alternatifs, c'est aussi une manière, au final, de protéger les joueurs et joueuses et de rendre l'expérience plus saine pour tout le monde. En diversifiant les moyens de communiquer, on permet à plus de monde de s'exprimer sans pression et surtout sans risque de se faire agresser vocalement. Quand on parle d'accessibilité, il ne faut surtout pas oublier l'accessibilité cognitive, surtout dans le jeu vidéo. Alors, elle est là pour aider les joueurs qui ont des troubles de l'attention, de la mémoire ou même des phobies spécifiques. Là, à l'écran, vous avez une araignée. Elle est belle, hein? C'est le chamallow avec les yeux rouges. En fait, c'est une araignée quand on active le mode arachnophobie sur Grounded. Voilà.
À côté, c'est pas un problème de texture si le scorpion il est cubique. Non, c'est pareil, c'est dans Jedi Survivor. Là, on a activé le mode arachnophobie également. Ça permet du coup aux personnes de pouvoir continuer l'aventure sans stress et sans devoir quitter le jeu juste à cause d'une peur. On permet justement des alternatives pour permettre au plus grand nombre de jouer. Et il y a aussi des modes qui existent pour tout ce qui est thalassophobie, pour les personnes qui ont la peur du coup des fonds marins. Il y a des options qui permettent de supprimer les monstres marins ou même de respirer sous l'eau, histoire justement de rester dans l'ambiance du jeu sans déclencher d'angoisse, parce que c'est pas l'objectif. Ou même des éléments qui sont présents pour aider les personnes qui sont acrophobes. Donc là, c'est la peur des hauteurs et du vide. On peut aller très loin dans les peurs, il y en a plein, et il y a plein de choses qui sont faites pour. Mais du coup, pour résumer, adapter les éléments visuels et de gameplay, c'est un moyen super simple d'ouvrir les portes du jeu vidéo à encore plus de monde, sans leur faire vivre une séance d'horreur non consentie. Alors, l'accessibilité cognitive, c'est bien, mais c'est pas juste changer la tête d'une araignée, même si c'est déjà énorme. Il y a aussi toute une partie super importante qui va être de prévenir les expériences traumatisantes ou limiter les risques pour les personnes les plus vulnérables. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a un super truc qui s'appelle le Règlement général sur la sécurité des produits en Europe, qui exige que les jeux soient sûrs pour la santé physique et mentale, ce qui inclut du coup tout ce qui est risque de crise d'épilepsie photosensible, risque psychologique, notamment pour les enfants avec les jeux en ligne. Et si ce n'est pas respecté, c'est un risque de ne pas pouvoir commercialiser son jeu en Union européenne. Alors comment on fait? Eh bien, ça peut passer par des avertissements de contenu. Vous avez un exemple avec Dead Space, c'est celui où il y a écrit Content Warning. Avant une scène choquante, violente ou émotionnellement lourde, il y a certains jeux qui vont vous afficher une alerte pour vous dire attention, là par exemple, ça me dit que la section qui arrive va contenir une mort lente et graphique par arme à feu. Bon. Et en fait, ça laisse à chacun la possibilité de se préparer mentalement, de zapper la scène ou même d'adapter son expérience, par exemple soit en changeant la difficulté, soit en passant la manette à quelqu'un d'autre, soit en revenant plus tard dans un meilleur état d'esprit. Vous avez aussi Life is Strange Double Exposure. Ça parle peut-être un peu moins de monde. Bon, ça parle quand même du monde, parfait. Qui va faire des alertes visuelles pour vous prévenir, attention, l'audio va devenir plus fort sur la cinématique qui suit. Voulez-vous mettre le jeu en pause afin d'aller régler vos options audio? Ce qui est pas mal, avant de pouvoir reprendre le jeu. Et vous avez aussi tout ce qui est avertissement lié à la photosensibilité. Donc si vous avez des scènes qui comportent des effets lumineux intenses ou des clignotements, il y a plein de jeux qui vont vous prévenir à l'avance. Alors, il y a des jeux qui, comme alors là c'est Lost Ark, qui va vous faire juste un warning au tout début du jeu, mais vous avez des jeux qui, eux, vont vous prévenir avant chaque cinématique concernée. Comme ça, vous savez que vous n'êtes pas obligé de ne juste pas jouer au jeu, vous pouvez jouer au jeu, mais sauter quelques cinématiques. En gros, ces petites alertes, elles vont faire une énorme différence, ça va donner ça donne aux personnes plus de choix et de contrôle sur leur propre expérience, et on a un jeu qui est plus sûr, plus respectueux et plus accueillant. Petite question. Est-ce que c'est déjà arrivé à du monde de rouvrir un jeu après 3 mois de pause en se demandant « J'étais où déjà? Je devais sauver qui? Faire quoi ?» J'ai besoin de... Ouais, tout le monde, parfait. Pour les personnes qui ont des difficultés de mémoire ou de concentration, c'est encore plus galère, parce que moi, c'est dès que je fais une semaine de pause, je ne sais plus ce que je faisais avant. Heureusement pour moi et pour nous, il y a plein de jeux qui pensent à nous, notamment la série des jeux Dragon Quest. Ce qui fait que c'est en partie une de mes séries de jeux préférées, c'est qu'à chaque fois que je reprends l'aventure, j'ai toujours un récap de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est trop cool, parce que je sais exactement ce que je dois faire et où je dois aller. Vous avez aussi d'autres jeux qui vont vous offrir des journaux de quête très détaillés. Bon, je voulais mettre celui de Baldur's Gate. À chaque fois, je le dis, je veux mettre celui de Baldur's Gate. Un jour, je le ferai. Mais je n'ai pas envie de spoiler les gens. Donc, vous avez du coup un jeu qui n'existe plus, qui était The Witcher The Witcher sur mobile. Le Pokémon Go de The Witcher qui n'existe plus. Avec du coup un petit journal de quête. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre d'initiative ou de journaux de quête très détaillés ou même de rappels du coup cognitifs, en fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête de chercher tout Reddit pour savoir ce qu'on devait faire. Et surtout, on peut juste apprécier l'histoire, rester immergé dans l'univers et pas se sentir largué à la première cinématique. Et c'est tout bête, mais ça fait vraiment une énorme différence pour que tout le monde puisse profiter pleinement du jeu. Bon, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez déjà joué un open world, tourné en rond pendant 20 minutes,
en vous demandant où était déjà cette foutue grotte. Parfait. Bah pareil, moi c'est tout le temps aussi. Et puis dès qu'il y a des quêtes secondaires, je me perds tout le temps. Et ben en fait, il y avait des super jeux comme Zelda Phantom Hourglass et Spirit Tracks sur Nintendo DS qui nous laissaient noter la carte nous-mêmes. Et on pouvait dessiner, noter des indices, marquer des endroits. En fait, la carte devenait un peu son second cerveau, ce qui était très bien pour moi. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a de moins en moins de jeux qui permettent d'annoter les cartes un peu comme on veut. Typiquement, les derniers Pokémon sur Switch, je ne peux plus y jouer parce que je suis obligée d'imprimer une carte, parce que je ne peux pas alt-tab tout le temps quand je joue. Mais enfin, c'est un gros problème que j'ai. Le fait de ne pas pouvoir annoter les cartes, moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Mais il y a un autre souci qui est un peu moins connu, mais super important, c'est la capture d'écran que vous voyez juste à côté, c'est la cybercinétose. Cinétose, est-ce que ça parle déjà du monde? Ok, bon, c'est le mal des transports. Hein. Et cyber, bah, du coup, c'est le mal des transports, mais virtuel. Et ben, en fait, c'est cette horrible sensation de mal de mer quand on joue à un jeu en vue première personne ou même en réalité virtuelle. Et ben, ça peut vite devenir compliqué. Typiquement, je ne peux pas faire de réalité virtuelle à cause de ça. Mais il y a des jeux qui pensent à nous, notamment en proposant justement plein d'options pour customiser un peu tous ces problèmes, notamment des mouvements de caméra trop brusques, etc. On peut justement les retirer. Là, vous avez la capture d'écran du jeu Atomfall. Ouais, j'ai beaucoup mis Atomfall. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on peut réduire les mouvements de caméra, on peut ajuster le champ de vision, on peut rendre l'image plus stable, plus supportable. Enfin, il y a plein d'options qui existent là-dessus. Tout est pensé pour que même si le cerveau a un peu de mal à suivre, eh ben, on puisse continuer l'aventure sans finir en PLS sur son canapé. Mais en fait, l'accessibilité, ça ne s'arrête pas au jeu en lui-même. Un élément souvent négligé, ça va être l'écosystème autour du jeu. Est-ce que... Bon, c'est peut-être plus trop le cas maintenant, vu que tout est dématérialisé. Mais est-ce que vous avez déjà acheté un jeu tout neuf en magasin et vous avez galéré avec le blister? Parfait. Et voilà. Et ben, vous avez là en exemple la boîte dans laquelle est la manette Access de PlayStation. Eh bien, non seulement la boîte est conçue pour être ouverte d'un seul doigt, tout l'emballage a été pensé pour être plus accessible, notamment pour les personnes qui ont des difficultés motrices au niveau des mains. C'est un excellent exemple de ce qu'on peut appeler l'unboxing accessible, quelque part. Vous avez aussi l'exemple pour le Xbox Adaptive Controller, comme ça vous avez l'occasion de le voir, vu que je ne l'avais pas mis dans une de mes slides précédentes. Mais pensez-y, en fait, si l'emballage d'un jeu ou d'une manette est difficile à ouvrir, ça peut déjà gâcher l'expérience avant même de pouvoir commencer à jouer au jeu, ce qui est dommage. Mais si c'est facile et bien pensé, ça montre qu'il y a non seulement une attention compliquée aux besoins des joueurs et joueuses, mais aussi un véritable engagement en faveur de l'accessibilité. Vous aurez plus tard, dans mes ressources, Microsoft qui a créé tout un guide sur comment est-ce qu'on crée un packaging accessible, également. Alors, c'est bien, je vous parle de packaging, mais il y a aussi tout ce qui est achat intégré. Parce qu'en fait, il y a un super truc qui est passé, c'est l'European Accessibility Act. Ceux qui font de l'accessibilité, ça doit vous parler. Ah, personne? Si? Quand même. Ok, parfait. C'est l'obligé. En fait, c'est notamment c'est une loi européenne sur l'accessibilité qui passe pour renforcer d'autres lois précédentes, pour résumer grosso modo, qui dit qu'en fait, on a tout ce qui est chat, microtransactions, enfin chat et commerce qui doivent être accessibles. Et en fait, on peut l'appliquer aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des jeux qui contiennent des chats écrits et vocaux, qui doivent du coup être accessibles. On doit offrir à la fois du texte et la possibilité de parler. Et pour tout ce qui est microtransactions, ça tombe dans ce qu'on appelle le e-commerce. Donc forcément, tout ce qui est paiement, sécurité, identification, ça rentre dedans. Il y a des standards d'accessibilité stricts pour mobile et web qui existent. Donc si vous avez un jeu mobile, il faut s'adapter aux standards du mobile. Si c'est plutôt un jeu web, vous avez le RG2A. Et vous avez plein de processus aussi qui peuvent vous aider là-dessus. Attention quand même, parce que pour celles et ceux qui étaient peut-être à 11Y Paris en juin, c'était juin? Je sais plus, j'y étais, mais je sais plus. Les autorités de contrôle françaises ne sont pas encore prêtes sur la plupart des secteurs, encore moins sur le jeu vidéo. Voilà, donc vous avez encore du temps quand même. Hein. Cependant, vu que c'est un acte européen, il y a d'autres pays qui pourraient sanctionner certains jeux plutôt que la France.
Pourquoi est-ce qu'on veut rendre son jeu accessible? Et ben en fait, un design inclusif pour tous, qui est également appelé le curve cut effect, dont vous avez un exemple juste à côté, c'est un concept qui provient de l'urbanisme. Les trottoirs abaissés pour les personnes handicapées finissent par bénéficier à tout le monde. Personnes âgées, personnes avec des poussettes, cyclistes, valises, trottinettes, que sais-je. Ça part du principe qu'en fait, ce qu'on propose sera donc nécessaire pour certains, utile pour d'autres. Solve for one, extend to many. Ainsi, on ne se contente pas d'aider les joueurs handicapés, on se contente d'aider vraiment tout le monde. Mais on commence quand même par ces personnes, parce que c'est tout l'objectif. Qui dit plus grande ouverture dit également plus de ventes, surtout si l'accessibilité est communiquée avant la sortie du jeu. Comme ça permet aux personnes de pouvoir savoir si le jeu est compatible avec leurs besoins ou non, et d'éviter de se le faire rembourser derrière. Mais du coup, c'est bien, mais comment on fait? En fait, c'est comme pour le web ou le mobile, il y a plein de référentiels et de guidelines qui existent en fonction des plateformes sur lesquelles vous sortez votre jeu. C'est pas partout pareil. Mais vous avez entre autres les Xbox Accessibility Guidelines, les Game Accessibility Guidelines. Vous avez une formation proposée par Accessible Player Experience. Et si ça vous intéresse, Microsoft propose un cours gratuit sur les concepts de base de la conception d'un jeu accessible. Vous avez un petit QR code juste là pour accéder à un repo GitHub. Pas de panique, vous l'aurez aussi en fin de conférence. Mais concrètement, ça passe par des plugins qu'on peut ajouter sur les outils de développement de jeu, pardon. Ça va passer aussi par des outils en plus, notamment vous avez Ubisoft qui a sorti Color Oracle qui permet un peu de tester vos jeux par rapport à différents types de daltonisme. Vous avez, j'ai plus le nom en tête tout de suite, mais ça va me revenir, des Iris, voilà, développés par Electronic Arts pour justement, pareil, vous aider sur d'autres notions d'accessibilité. Electronic Arts a aussi fait Fontic, qui est un outil qui va vous permettre d'analyser en fait les contrastes et vos tailles de texte par rapport aux besoins des utilisateurs. À quel moment on le fait? Un moment clé dans la conception de son jeu, c'est quand est-ce qu'on intègre l'accessibilité. Pour l'illustrer, je vais vous partager une analogie qui m'a beaucoup marquée. C'est celle de Lainey Feingold, qui est une avocate spécialisée dans les droits des personnes handicapées, qui a écrit un article qui s'appelle « Accessibility is delicious », dans lequel en fait, l'accessibilité est comparée à la préparation d'une recette de cuisine par plusieurs consultants d'accessibilité. Donc moi, je vais vous prendre un petit exemple. Là, vous avez des muffins aux myrtilles. Ils sont beaux. Pour les faire, j'ai préparé ma pâte et j'ai ajouté mes petites myrtilles avant de me les mettre au four. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai oublié les myrtilles. Du coup, vu que je suis censée faire des muffins aux myrtilles, soit il faut que je recommence, soit il faut que je trouve un moyen d'ajouter les myrtilles à la fin. Dans le deuxième cas, je prends un cure-dent, je pousse les myrtilles dans le muffin. Mon muffin, il ressemble plus trop à grand-chose, malheureusement. Dans le premier cas, je dois tout recommencer, donc je retourne au magasin, racheter les ingrédients, tout refaire. Mais en fait, c'est plus complexe, plus coûteux et bien moins efficace au final. Et c'est exactement pareil avec l'accessibilité dans le développement d'un jeu, même dans un projet web ou mobile, vous vous rendrez compte. Si vous l'intégrez dès le début, ça va être beaucoup plus fluide et plus économique. Si vous l'ajoutez en fin de processus, ça devient bien plus compliqué et coûteux. L'accessibilité, il faut vraiment le voir comme un ingrédient à part entière de la recette de votre jeu, tout comme dans vos projets web, mobiles et autres. Alors, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je vous ai dit qu'il fallait vous y prendre dès le début. C'est vrai. Parfois, c'est pas faisable, surtout si vous êtes des devs indépendants. Vous n'avez pas forcément la force de frappe que peuvent avoir les plus grands studios. Mais j'aimerais juste qu'on garde en tête 3 choses simples, mais essentielles. D'abord, c'est valoriser l'effort. Pourquoi? Parce qu'en accessibilité, comme dans n'importe quel domaine, on ne peut pas toujours tout faire. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux avec les ressources qu'on a. Les personnes vont sentir cette intention sincère d'être inclus en fait, dans vos jeux, grâce à tout ce que vous allez faire. Et cette volonté-là, elle a déjà un impact énorme. Ensuite, ça va être de gérer ses attentes, parce qu'on veut souvent aller vite, cocher toutes les cases, être exemplaire. Mais la réalité, c'est que l'accessibilité, c'est comme un jeu vidéo au final. On progresse niveau par niveau. Chaque petit pas compte, et souvent on ne se rend pas compte à quel point ces petits ajustements, accumulés dans le temps, vont changer réellement l'expérience des personnes. Enfin, ça va être plutôt d'être itéré plutôt que de viser la perfection.
Parce qu'attendre d'avoir la solution parfaite avant de sortir son jeu, c'est souvent une excuse qui va vous bloquer. Et l'itération, c'est d'accepter qu'on va apprendre en avançant, on va tester, on va écouter, on va ajuster et on va recommencer. C'est ça qui va faire grandir vos jeux, mais aussi vos équipes. En résumé, on n'a pas besoin d'être parfait et c'est OK. On a juste besoin d'avoir l'envie de progresser un pas après l'autre, et si on retient ça aujourd'hui, on a déjà tout compris. Surtout, n'oubliez pas, si vous voulez concevoir des jeux à destination d'un certain type de handicap, par exemple, si vous voulez concevoir un jeu pour les personnes aveugles, incluez, s'il vous plaît, des personnes aveugles dans vos tests. Si vous voulez concevoir un jeu pour des personnes sourdes, incluez des personnes sourdes. Vraiment, incluez les personnes concernées tout au long de vos projets, au final. Félicitations, vous venez de débloquer un nouveau succès, celui de rendre votre jeu vidéo accessible. Merci à toutes et tous.